Bonsoir à toutes et tous et merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Je voudrais commencer aussi par remercier Elena Aoun d'avoir accepté d'animer cette conférence débat ce soir. Donc Elena Aoun est professeure de relations internationales à l'UCL, Université catholique de Louvain. Je pense que pour beaucoup, ce n'est pas un visage inconnu. D'abord parce que ça fait plus d'1 an qu'on la voit régulièrement, pas assez souvent, mais qu'on la voit quand même de temps en temps sur des chaînes de télévision. Elle le dira elle-même, pas assez souvent, parce qu'il y a des voix qu'on préfère laisser de côté et marginaliser, mais aussi parce qu'il y a, je ne sais plus c'était à quelle date, en janvier, début de cette année, on avait déjà invité Madame Aoun pour faire le point avec nous sur la situation du conflit Israël-Palestine dans la foulée du 7 octobre et de ce qui se passait à Gaza. Et donc aujourd'hui, à la veille, enfin pas à la veille, on est dans une extension du conflit au niveau en tout cas du Liban, et peut-être demain à une échelle régionale encore plus importante. Il nous semblait important de refaire le point pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi ce conflit risque de s'étendre à l'échelle régionale. Qu'est-ce qui se passe au Liban? Puisqu'aujourd'hui, c'est depuis quelques semaines, on voit bien que l'armée israélienne s'en prend de la même manière au Liban qu'elle s'en a pris à Gaza. Et je pense que c'est important à la fois de comprendre la globalité, mais sans doute aussi de distinguer les choses. On comprend bien, on connaît, je pense qu'on est plus familiarisé à la situation du conflit palestinien. La question libanaise, certains d'entre nous la connaissent très bien, mais je pense que pour un grand nombre, on l'appréhende moins. Elle nous apparaît plus complexe et on la connaît moins. Et donc, il y a évidemment des liens indéniables entre la situation palestinienne et ce que vit le Liban aujourd'hui, mais il y a aussi des différences. La situation n'est pas la même. Le Liban est un pays qui est un pays difficile, complexe, mais qui est aussi un pays martyr depuis des décennies, qui a subi les contre-coups d'abord le fait que la Jordanie a expulsé le Fatah, les Palestiniens, qui se sont trouvés au Liban, pour le meilleur et pour le pire, pas toujours pour le meilleur, il faut bien le dire, avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, du temps les phalanges chrétiennes instrumentalisées entre autres par Israël pour provoquer la guerre civile. Et puis voilà, il y a toute la tentative de mainmise de la Syrie aussi sur le Liban, aujourd'hui de l'Iran à travers le Hezbollah, etc. Le Hezbollah qui est quand même, il faut appeler un chat, c'est une milice. C'est une milice armée qui a réussi jusqu'au bout, mais qui pose des problèmes aussi en termes de développement d'un État démocratique au Liban. Donc voilà, et je crois qu'on ne peut pas simplement dire les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis. Donc les choses sont complexes et je crois que c'est important d'essayer de comprendre. C'est le premier objectif de cette soirée. Et le deuxième objectif, c'est aussi, si on est là aujourd'hui, c'est pour se poser des questions et se dire mais comment ce qui se passe aujourd'hui, depuis des mois, comment est-ce possible? Comment peut-on laisser faire ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe depuis des mois? Quand on entend Netanyahou menacer le Liban de destruction équivalente à Gaza, et tout ça dans un silence de la communauté internationale qui est quand même sidérant. À part quelques, on fait quelques remontrances, etc., mais n'empêche que jusqu'aujourd'hui, la diplomatie internationale, et particulièrement l'Occident, est muet et laisse faire. Et je pense que c'est la deuxième raison de cette soirée, c'est aussi, à travers cette soirée, c'est de manifester notre réprobation par rapport à ce silence de la communauté internationale et de se laisser faire. Et voilà, donc je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. On est vraiment heureux d'avoir Elena Aoun avec nous, qui connaît de façon pointue les réalités du Moyen-Orient, à la fois Palestine, à la fois Liban, et qui pose aussi un regard critique sur la diplomatie occidentale notamment, et qui donnera son point de vue aujourd'hui. Je vais parler sans doute pas suffisamment finement des différents éléments qui ont été évoqués, et par avance, désolée pour les sursimplifications que je vais faire, mais je compte sur vous pour que dans les échanges, on puisse véritablement aller plus dans le détail. J'ai construit cette présentation de manière à montrer que ce qui se passe aujourd'hui n'était pas indispensable
qui avait des solutions. De temps en temps, ça vous donnerait peut-être l'impression que je suis devenue une fan de l'Iran, du Hamas ou du Hezbollah. Il n'est évidemment pas question de ça, mais simplement, avec nos outils d'internationalistes, comment en se décentrant, comment en acceptant de sortir du discours dominant qui nous est imposé, on peut jeter un regard beaucoup plus lucide sur ce qui est en train de se passer, et ayant un regard plus lucide, bien évidemment, on peut avoir une meilleure prise sur ce qui se passe, et c'est malheureusement ce que ne font pas nos dirigeants actuellement. Et on se demande si vous pourriez éventuellement évoquer une lueur d'espoir. Bon, puisque on est en guerre et les éléments sont très, très négatifs, très, très noirs. Et moi, je suis allé à une conférence récente d'un historien qui vient faire un bouquin, c'est Jean-Pierre Filiu, bon, qui insistait beaucoup sur l'idéologie des évangélistes américains et le fait que de ce côté-là, il ne fallait plus espérer grand-chose des États-Unis. Et lui, malgré tout, à la fin de son bouquin, il disait que finalement, il faudra en arriver bien à une solution politique, et que cette politique, ça ne pouvait être une solution à deux États, pour lui. Et quand je lui ai posé la question, parce qu'évidemment, pour les États-Unis, qui jusque maintenant ont été les soi-disant médiateurs entre les Palestiniens et les Israéliens, qui pourrait être maintenant ce médiateur? Et il m'a répondu, eh bien, ça devrait être l'Europe. Et donc, après tout ce que vous m'avez dit sur l'Europe, bon, moi, j'ai été un peu interloqué parce que je connais aujourd'hui les partenaires européens et ce que vous avez dit de Van der Leyen et d'autres. Est-ce que réellement l'Europe pourrait un jour, mais il faudrait beaucoup de changements, être ce médiateur, dans la mesure où la résolution de ce conflit ne peut venir, et beaucoup le disent, que de l'extérieur, d'une pression très forte de l'extérieur. Alors qui peut faire cette pression très forte de l'extérieur si on veut se placer dans un moyen ou long terme, je ne sais pas, à un moment où la situation serait pas l'enchaînement de catastrophes? Pour rendre Israël comptable de ce qu'il fait et induire une distanciation des États-Unis par rapport à Israël. Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des mouvements qui ne sont pas très puissants, notamment financièrement parlant. Il n'est pas exclu que dans quelques années, ils puissent prendre de l'ampleur, surtout, à mesure que les politiques des Netanyahou et consorts vont se révéler apocalyptiques pour les Israéliens. Premier élément. Deuxième élément, en Europe. Malheureusement, on voit bien s'étendre en Europe voilà une forme une vague de radicalisation à droite. Hein. Donc vous avez toutes les élections le montrent. Mais par contre, je dirais que les échiquiers politiques sont généralement plus équilibrés en Europe qu'ils ne le sont aux États-Unis, et je pense que la voix des populations peut être plus audible. Et c'est là où je pense qu'en tant que société civile, nous avons tous le devoir de nous faire entendre. Alors bien évidemment, je ne sais pas si certains d'entre vous vont être présents à la manif du dimanche, du 20, mais il y a de multiples autres façons de se manifester. Donc si vous êtes sur les médias sociaux, vous pouvez dire votre colère parfois par rapport à certains propos. Voilà, et on a entendu des propos qui m'ont scandalisé à titre personnel de la part de certaines personnalités politiques en Belgique à l'égard de ce qui se passe au Moyen-Orient. On peut exprimer avec des mots très courtois, mais dire notre choc par rapport à ce qui est dit et le fait que ça ne nous représente pas et que ça nous choque. Pareil, faire la chasse aux carabistouilles racontées par les médias. Alors je n'ai pas mis
je racontais tantôt peut-être, je ne sais pas où est-ce que c'était, l'élément suivant. Donc là, tout récemment, je regardais la télé, je ne vais pas dire c'est quelle chaîne, mais la journaliste était en train de filmer ou de montrer aux spectateurs, à l'audience, la destruction dans la banlieue sud de Beyrouth. Et dans la foulée, elle dit, voilà, comme ce quartier en témoigne, les combats deviennent plus durs. Et pour moi, c'est une ineptie, il n'y a pas de combat, il y a juste des avions qui larguent des tonnes. Et donc, j'ai réussi à acheminer ce message, mais évidemment, c'est après coup. Mais vous, sans relâche, vous pouvez pointer les propos choquants, les non-informations, parfois les désinformations de la part des médias, et toujours sur le ton le plus courtois mais le plus ferme, dire non, je suis désolée, ceci c'était soit un false news, fake news, ou pas exact, ou juste vous n'en avez pas parlé. C'était choquant que le premier jour, si je ne m'abuse, le premier jour des attaques aériennes israéliennes au Liban, il y a eu environ 500 morts. Le soir à 21h30, je peux retrouver, sur la RTBF, il n'y avait pas un mot là-dessus. 500 morts. Je ne sais pas. J'aurais trouvé normal qu'on en parle. Eh bien non, on n'en avait pas parlé. Donc voilà. Puis aussi soutenir les personnes. Excusez-moi, je pense à quelqu'un comme, donc toujours sur les réseaux sociaux, quelqu'un comme, comment s'appelle-t-elle, l'italienne, qui travaille à l'ONU. Ah oui. Francesca, merci beaucoup. Elle est d'un courage immense, cette dame. Et pourtant, elle est vilipendée. Et donc, des messages d'appui, de soutien, ça permet à ces gens-là d'avancer. Monsieur Borrell aussi a significativement fait évoluer son propre discours, et je pense que lui se rend compte beaucoup mieux que beaucoup d'autres responsables européens de la gravité de ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est les multiples actes qu'on peut essayer d'avoir, et puis sans relâche parler de la Palestine, parler du Liban, exiger le cessez-le-feu. On est tendanciellement inerte. Alors je ne nous en fais pas le reproche, c'est vrai que voilà, il y a notre quotidien, le quotidien de chacun a ses propres complications, mais encore une fois, désolée d'être une... Je suis optimiste, je me dis ça peut porter à terme, ça peut se conjuguer aussi avec des acteurs qui ici aussi, donc des associations juives, etc., mais aussi palestiniennes, pro-palestiniennes, etc., qui elles aussi, avec qui il faut rechercher des alliances pour pouvoir avancer. Et donc voilà, une convergence quelque part des luttes pour faire entendre la nécessité de faire évoluer les politiques de nos gouvernants par rapport à ce qui se passe dans la région. Et peut-être finir sur un ton très égoïste. Alors moi, je suis écartelée, je ne suis pas d'ici, je ne suis plus de là-bas. Je suis lost in transition quelque part. Mais tout ce qui... Donc je reprends le terme, cette orgie de violence au Moyen-Orient ne peut présager que du pire pour la région, mais aussi pour ailleurs. Je discute beaucoup, y compris avec des jeunes, et beaucoup sont dans une révolte sans nom, et beaucoup pourraient basculer dans une radicalisation. Ici, je ne parle pas de là-bas. Et il faut pouvoir montrer que dans notre société, il y a beaucoup qui pensent comme eux, qui sont aussi révoltés qu'eux par ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment très important, ne serait-ce que pour enrayer ces tendances à la radicalisation. Et je ne parle pas de demain, je ne parle pas d'après-demain. Sur le temps long, ce qui se passe est extrêmement grave.
Est-ce que vous pensez que les élections américaines pourraient avoir une influence sur l'histoire du conflit, ou sur la politique américaine? Oui. Alors tendanciellement, les Américains se sont de plus en plus alignés sur la politique israélienne. Et c'est dû à la montée en puissance de ce qu'on appelle le lobby israélien, pro-israélien, et qui n'est pas composé que de lobbies juifs comme l'AIPAC, etc., mais aussi les fameux fondamentalistes chrétiens aux États-Unis. Et puis aussi, c'est des gens extrêmement puissants financièrement parlant, et on a vu à quel point ils ont pu défaire dans des élections locales des personnes pro-palestiniennes. Alors, dans ce qui se joue dans les prochaines... Donc tendanciellement, je dirais que les États-Unis restent vraiment... Alors on devrait dire qu'Israël est dans le sillage des États-Unis, c'est l'inverse qui paraît être vrai pour l'instant. Ne pas sous-estimer les retombées en espèces, elles sont plus sonnantes et trébuchantes, mais extrêmement lucratives pour l'industrie militaire américaine de la guerre actuelle. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à un changement significatif côté américain. Par contre, on est face à deux scénarios, donc l'un est ultra-apocalyptique et l'autre est franchement mauvais. Vous aurez compris, l'ultra-apocalyptique, c'est que Trump passe. Donc pour lui, c'est sans nuance, si ça se trouve... Voilà, il va bombarder nucléairement l'Iran, peut-être aussi le Liban, heureusement, sera préservé, et les Palestiniens parce que c'est trop proche d'Israël. Mais par exemple, l'Irak, l'Iran, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pourraient en faire. Et le mauvais scénario, c'est que Madame Harris passe. Alors, pour ceux qui sont optimistes, ils disent qu'elle garde un profil bas par rapport à ce conflit, le temps de se faire élire pour ne pas s'aliéner l'électorat pro-israélien. Mais qu'une fois qu'elle sera élue, donc elle a 4 ans devant elle pour muscler le ton par rapport aux Israéliens, à ce gouvernement en particulier. Donc c'est le meilleur espoir qu'on puisse avoir. Mais ce qui est déconcertant aujourd'hui, même pour des analystes comme nous, et même quand on intègre l'idéologie, la proximité, le fait que les États-Unis, c'est aussi une population qui en a décimé une autre pour coloniser la terre américaine. Donc, même en intégrant tous ces éléments-là, on a de la peine à comprendre le blanc-seing total américain actuel. Parce que dans le temps, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu toujours un moment où dans les guerres israéliennes, les États-Unis ont fini par taper du poing. Et c'est ce qu'on ne voit absolument pas. Est-ce qu'il y aura plus de lucidité? Je n'en sais rien, mais c'est à espérer. Mais peut-être sous Harris plutôt que sous Trump. Oui, donc on parle beaucoup des États-Unis. Il y a de plus en plus de puissances émergentes en Asie. On sent qu'il y a un basculement du pouvoir qui va de l'Atlantique vers le Pacifique. Est-ce qu'à un moment, les acteurs tels que la Chine, des puissances qui sont même plus émergentes maintenant, qui sont de vraies puissances, auraient intérêt à prendre parti sur le conflit et au fond prendre la main aux Américains ou aux Européens, puisque eux ne la prennent pas. Merci beaucoup, c'est vraiment super intéressant comme question. C'est pas demain la veille. C'est une possibilité, mais c'est vraiment pas demain la veille. Et on se rend bien compte à quel point aussi des puissances comme la Chine sont extrêmement discrètes. Alors la Chine, historiquement, a été un soutien des Palestiniens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine aussi est dans une relation assez complexe avec Israël
avec Israël. Et historiquement, Israël a transmis à la Chine des secrets militaires américains. Donc on est dans une relation un peu bizarre. Et donc pour la Chine aussi, avoir de bonnes relations avec Israël a des retombées très positives pour eux, y compris financièrement, en termes de recherche, etc. Donc ce n'est pas tout aussi simple, même si le discours chinois est beaucoup plus limpide et sur ce coup-là beaucoup plus conforme au droit international que ne l'est celui des États-Unis. La Russie s'est mise dans un imbroglio pas possible, donc voilà. L'Inde est aujourd'hui extrêmement favorable à Israël, donc par islamophobie de ses dirigeants actuels. Donc on est dans une situation complexe. Alors, souvent il y a des points de bascule qu'on ne perçoit pas, ou qu'on perçoit mais sans véritablement apprécier le sens et l'intensité que ça va avoir. Il est certain qu'aujourd'hui, l'Occident, et en particulier les États-Unis, ont dilapidé. Je me tourne au moins vers... Donc vous êtes de la région, vous savez que les États-Unis sont traditionnellement peu crédibles, ou tenus pour être peu crédibles. En tout cas, j'ai grandi avec cette idée que dans la région, on n'accorde pas beaucoup de crédit, on n'a pas vraiment confiance dans les Américains, mais je pense que maintenant, il y a un nouveau palier qui est franchi dans cette non-crédibilité des Américains et aussi, de plus en plus, celle des Européens. Et donc, du coup, on va se méfier beaucoup plus d'eux dans les interactions, et il n'est pas exclu que progressivement, tout le terrain qui va être perdu par les uns va être récupéré par les autres. Une question majeure qui se pose, c'est celle de savoir ce que deviendra la Chine, comment elle se positionnera, si la réplique israélienne va entraîner en cascade une explosion du prix du pétrole. Parce que là, ça va faire mal, beaucoup plus à la Chine qu'aux États-Unis, qui ont leurs propres ressources pétrolières. Ça va faire énormément mal à l'Europe aussi. Est-ce qu'il y aura une volonté d'être plus actif, d'être plus assertif? Donc la question reste posée. Quant à savoir si les États-Unis sont vraiment en train de brûler leur dernière cartouche de grande puissance, ce n'est pas exclu, mais en tout cas pour aujourd'hui, c'est quand même les acteurs qui demeurent dominants. Et peut-être compléter en disant Israël a tout intérêt à refuser tout autre médiateur, parce qu'il y a une symbiose entre les deux États. Quand vous avez la plus grande puissance qui prend fait et cause pour vous, vous voulez aller à droite, elle va à droite avec vous, vous voulez aller à gauche, au contraire de ce que je mime, ils font pareil. Pourquoi vous allez vous embêter à aller négocier avec d'autres? Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas neuf, dans la mesure où traditionnellement, les Israéliens ont toujours refusé de négocier avec, par exemple, les Européens. Sinon, en de rares moments, et toujours en disant que c'est pas sérieux, quoi. Quand est-ce qu'il y aura des élections en Israël et est-ce qu'il y a des partis politiques modérés qui pourraient arriver au pouvoir? Merci beaucoup pour cette question. La société israélienne s'est énormément droitisée. Et ça ne date pas d'hier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui vous avez une extrême droite. Et malheureusement, depuis ce qui s'est passé le 7 octobre, vous avez vraiment une bulle victimaire qui s'est construite en Israël et qui est dominante. Tout le monde n'y est pas, mais beaucoup y sont. Vous avez des gens extrêmement courageux qui essayent de faire entendre une voix alternative, mais le centre de gravité israélien est vraiment aujourd'hui à droite, et il est dans la méconnaissance et la déshumanisation des Palestiniens. Les Palestiniens, monsieur et madame tout le monde en Israël, ne les voit plus. C'est une virtualité.
Il n'y a que les colons et les militaires qui voient les Palestiniens et qui par conséquent peuvent bien mesurer la souffrance, l'humiliation, l'indignité qu'on inflige aux Palestiniens. Et donc ça, les Israéliens ne le voient plus. Et depuis le 7 octobre, ce à quoi semble-t-il on est assisté, c'est aussi à des départs massifs d'Israéliens qui ne se retrouvent plus dans le pays, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de moralité, etc. Et donc c'est quelque part peut-être, mais peut-être je suis un peu hâtive dans mes analyses, mais il n'est pas exclu que ce soit la frange la plus libérale qui soit en train de partir. Donc, aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on a déjà constaté depuis au moins 2 décennies, le camp de la paix, la gauche israélienne, est très fragile, est très 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 fragile. Ceci dit, je n'exclus pas que tout à l'heure je parlais des espoirs venus de la société américaine, de la jeunesse américaine, mais également ici en Europe, il n'est pas exclu qu'il y ait peut-être à un moment donné une prise de conscience dans certaines franges de la population israélienne. Historiquement, il y a eu, vous avez par exemple le mouvement Femmes en Noir qui est né de la première intifada, le retrait israélien du Liban en 2000 est également issu de cette pression exercée par les mamans de soldats. Donc ce n'est pas exclu, surtout s'il y a un enlisement. Aujourd'hui, ça commence à devenir coûteux pour Israël. On avait enterré très rapidement le Hezbollah, on avait enterré très rapidement le Hamas. Alors on recommence à compter des morts côté israélien, en tout cas pour les soldats, et les soldats comptent en Israël. Et voilà, on voit que la Belgique a une position quand même différente d'autres États européens. Elle va un petit peu plus loin, même si elle va vraiment pas assez loin à notre sens, mais il y a quand même eu des positions sur la reconnaissance de l'État palestinien. Mais à côté de ça, il y a aussi, on l'a vu dans les manifestations, une répression des mouvements pro-palestiniens et aussi des intimidations. Donc, quel est, pour terminer, votre avis sur la question ? Merci beaucoup. Alors concernant les effets pervers, on pense essentiellement à l'aide institutionnelle, institutionnalisée et véhiculée par les grandes ONG qui viennent avec des projets tout faits et qui imposent en fait leur agenda au détriment des besoins réels de la société. Par exemple, là récemment je discutais avec une autre Palestinienne qui est très active dans les droits des femmes, mais en fait il n'y a aucun espace de négociation, ce ne sont que les perspectives des bailleurs de fonds et des ONG ou d'acteurs comme USAID, etc., qui prévalent, et l'expertise de terrain, les besoins du terrain sont totalement disqualifiés. Et je ne pense pas du tout que ce soit le type de démarche dans lequel vous êtes. Donc il y a énormément, et je pense vraiment que la société civile est quelque chose de très très important, d'autant plus qu'il passe au travers des gens du cru, qui connaissent les besoins de leur société. Donc voilà, on n'est vraiment pas du tout je dirais dans les mêmes enjeux. Par rapport à la Belgique, alors évidemment on sait que l'échiquier politique belge est complexe, qu'il y a une droitisation aussi, y compris en Belgique francophone, mais il y a eu des occasions à l'évidence ratées. Donc rappelons que la Belgique a occupé pendant 6 mois la présidence tournante de l'Union européenne. Il y avait certainement matière à faire avancer de manière beaucoup plus assertive un agenda de cessez-le-feu. Ça n'a pas été fait. Et ce qui est véritablement préoccupant, c'est le fait qu'on ait essayé de museler la presse ou les médias. Et souvent entre 4 yeux, voilà, tel ou tel journaliste peut exprimer
de manière souvent très allusive, le fait qu'on n'a pas la liberté de dire tout ce qu'on voudrait dire. On est quand même en Belgique en 2024. Et aussi, ce qui est inquiétant, et là tout récemment, il y a un collectif d'ONG, dont la Ligue des droits de l'homme, etc., qui ont publié une opinion disant qu'on se dirige vers quelque chose d'assez dangereux, d'attentatoire à la liberté d'expression dès qu'on parle de Palestine. Et je rappelle que vous avez des étudiants de l'ULB qui aujourd'hui sont soumis à des sanctions administratives et des chicanes judiciaires. Donc ça va parfois chercher extrêmement loin, et en parlant avec beaucoup d'étudiants, ils vivent avec parfois la peur au ventre pour quelque chose dont ils ont cette conviction d'être du bon côté de l'histoire et qu'on les empêche de parler. Puis quitte à enfoncer le clou, donc même dans nos universités, nos plus hauts responsables n'arrivent pas à comprendre le caractère choquant de la perpétuation de certains accords avec des institutions israéliennes dont il est prouvé qu'elles contribuent à l'effort de guerre, à l'effort de surveillance, à l'effort de contrôle des vies palestiniennes et à l'effort de guerre, je ne sais pas si je l'ai dit, mais néanmoins on ne remet pas en cause. On le dit sur tous les tons, on le démontre de toutes les façons possibles et imaginables, ça ne percole pas. Quand il y a un mail qui est envoyé, on le tourne de la manière la plus plate possible, et surtout pour ne pas nommer l'agresseur, ne pas nommer la victime. Et donc, on est quand même dans les universités, là où on développe l'esprit critique. On est en octobre 2024, un an après. Et on n'arrive pas à convaincre que ce qui se passe a explosé tous les records, en fait, depuis de nombreuses décennies. Donc oui, la Belgique, c'est moins pire, mais il y a beaucoup de choses à faire.